Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le témoignage de Marianne. Marianne est maman et médecin, et elle revient avec une grande sincérité sur un moment profondément marquant de sa vie, sa grossesse arrêtée. On parle ici de ce qu'on appelle trop rapidement une fausse couche, mais qui pour beaucoup de femmes est un véritable deuil. Avec des mots justes et sensibles, Marianne nous partage sa douleur, sa solitude, ses tentatives pour se reconstruire et le chemin qu'elle a trouvé pas à pas vers l'apaisement. Son histoire a résonné fort chez moi. J'espère qu'elle vous touchera aussi et qu'elle offrira un peu de soutien à celles et ceux qui traversent ou ont traversé cette épreuve trop souvent vécue en silence. Bonne écoute! Salut Marianne! Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro d'Insubmersible. On va aborder ensemble un sujet important et qui est encore trop souvent entouré de silence, celui de l'arrêt involontaire de grossesse, qu'on appelle aussi communément la fausse couche, mais je déteste ce mot-là. Et on va aussi parler du parcours pour devenir parent. J'ai regardé à nouveau un peu les chiffres avant notre échange aujourd'hui et en France, on estime qu'il y a environ 15 à 20% des grossesses qui se terminent par une fausse couche. C'est énorme et pourtant on en parle encore très peu. Et c'est un événement qui a marqué au fer rouge nos deux histoires. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous, avec tout ce qu'elle a de précieux, de sensible et d'espoir aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Déjà, merci beaucoup et merci d'aborder ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc moi, je suis maman de 2 petits bouts, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 3 mois. Je suis aussi médecin généraliste, rédactrice pour une revue médicale et puis depuis quelques temps maintenant, je suis autrice d'un roman qui s'appelle Le temps du printemps. Et que j'ai hâte de lire. C'est vrai, merci. Et oui, donc moi aussi, j'ai fait une fausse couche il y a quelques années avant ma fille. Alors on peut dire aussi grossesse arrêtée. Moi, j'aime bien grossesse arrêtée. Je comprends que ça puisse heurter le terme fausse couche parce que on a l'impression qu'on n'existe pas, que notre vécu n'existe pas. Moi, c'est vrai que je le voyais pas comme ça avant qu'on me le dise, donc c'est pas un terme qui me choque, mais ça me va de parler de grossesse arrêtée ou autre. Et comment est-ce que tu as traversé ce moment-là, toi, quand ça t'est arrivé ? Franchement, ça a été l'enfer. Ce qui a été dur, c'est que... Enfin, tout a été dur. Mais globalement, j'ai découvert que je faisais une fausse couche toute seule, étant donné que j'ai reçu mes résultats, j'ai vu les taux, je savais ce que ça signifiait. J'ai quand même appelé ma médecin de l'époque, qui n'était pas dans la ville où j'étais, mais pour lui parler. Elle a tout de suite été très compréhensive et elle m'a dit « je sais ». Donc là, j'ai compris que oui, elle aussi, elle était passée par là parce que comme tu le disais, c'est très fréquent. Ça m'a un peu soulagée, mais en fait, c'était vraiment que le début. À partir de ce moment-là, j'ai été vraiment très seule. Alors, j'ai eu la chance que ce soit finalement assez précoce, entre guillemets, et que finalement, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu besoin d'intervention, j'ai pu vivre ça très naturellement, sans médicalisation. Donc ça, pour moi, c'était un plus parce que je voulais absolument pas être à l'hôpital, j'ai horreur de ça, enfin bon. C'était un tracas en plus. Et donc ensuite, on découvre la peine en fait et la solitude parce que personne ou très peu viennent nous soutenir dans cette épreuve. Et quand on essaye de nous soutenir, franchement, ça fait plus mal que de bien. J'ai pas trop envie de relater des choses qu'on a pu me dire parce que je trouve que ce qui est entendu, ça peut être retenu. Et donc, si une femme nous écoute et qu'elle est dans cette situation, je veux pas du tout qu'elle entende ça si jamais quelqu'un l'a épargnée. Donc, on va, voilà, peut-être pas le dire, mais bref. C'est des choses qui t'ont fait mal, en tout cas, quand tu les as entendues. Oui, complètement. En tout cas, vraiment pas du bien. Et c'est toujours minimiser les choses ou faire comme si c'était quelque chose de positif. Moi, clairement, la fausse couche n'a pas été positive pour moi. Cette grossesse, elle s'est arrêtée. Non, je n'en suis pas du tout sortie plus forte, je suis sortie beaucoup plus faible, même si je me suis relevée. Aujourd'hui, je vois que ça m'a quand même apporté des capacités d'accompagnement des femmes qui vivent la même chose.
Mais je m'en serais vraiment passée, j'avais pas forcément besoin de ça, tu vois. Je comprends complètement. Et est-ce que tu as réussi à en parler, toi, autour de toi? Bah, en fait, moi, je me suis tout de suite dit: «Il faut qu'on l'annonce». En fait, on me l'a annoncé, comme une grossesse évoluée parce que je voulais pas que dans ma prochaine grossesse, parce que j'y croyais à fond à ce moment-là, je voulais pas qu'on annonce en même temps que la grossesse qui évolue, ma grossesse qui s'était arrêtée. Pour moi, elle avait compté, en fait. Pour moi, elle a compté, donc je voulais l'annoncer. Et puis bon, après, j'aurais bien eu un peu de soutien, mais bon, c'est pas franchement venu. Mais j'ai tenté le coup, quoi. T'en avais pu en parler, toi? J'ai mis beaucoup de temps, du coup, à pouvoir poser des mots dessus. Finalement, j'en ai pas parlé avant un bon moment. C'est resté vraiment entre mon mari et moi, même à ma mère, tu vois. J'ai pas réussi à en parler. Bah, j'ai dû avoir moi une intervention médicale. C'est pas parti tout seul. Et même à ce moment-là, en fait, ma mère n'a rien su. J'étais pas capable, en fait. J'avais trop de tristesse qu'il fallait que je gère avec moi-même d'abord, je crois. Mais par contre, à un moment donné et assez rapidement, je me suis fait une promesse. Déjà de le dire à mon équipe, parce que dans mon équipe, il y a beaucoup de femmes. Et je voulais pas que s'il arrive quelque chose comme ça à l'une d'entre elles, elles le vivent avec autant de solitude que moi. Et je me suis D'accord. dit, ça, c'est Ouais. pas possible. Plus jamais. Il faut en fait qu'on en parle. Parce que en parler, ça peut permettre d'aller mieux. Moi, j'ai vraiment vécu une descente aux enfers et cette descente-là, je pense pas que je l'aurais vécue de la même façon si j'avais pu être entourée. Ouais, je comprends. Après, même si ça n'enlève pas la peine, ça enlève au moins la solitude. Exactement. C'est vrai que moi, à cette période-là, dans ce qui a suivi en tout cas, j'ai eu un peu de soutien. Je vais t'expliquer, en fait, je faisais ma thèse sur le vécu du postpartum. Donc, autant te dire que j'interrogeais des femmes qui avaient réalisé mon rêve et je devais donc leur poser des questions là-dessus. Et c'était dur parce que clairement, les femmes enceintes et les femmes qui venaient d'accoucher, j'avais vraiment pas du tout envie de leur parler. Vraiment, vraiment pas. Mais comme ça, j'ai pu aussi discuter avec des personnes qui avaient subi une grossesse arrêtée. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un peu de soutien et d'espoir parce que je me suis dit, bon, bah, je suis vraiment pas toute seule. C'était un peu réconfortant. Mm. Ça devait être difficile, effectivement. De baigner dans cet univers-là quand bah, toi, tu vis un événement qui est terrible et puis tu connais pas encore l'après. Mais comme tu as dit, ça donne aussi un peu d'espoir parce que tu vois que ben, il peut y avoir aussi un après empli de joie, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Mais c'est vrai que le fait que je n'avais pas d'enfant, ça a été compliqué parce qu'en fait, moi, je m'étais sentie maman. Pas longtemps, mais je m'étais sentie maman. Et personne ne me reconnaissait ce statut. Forcément, j'imagine. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'essaye de changer quand je reçois une patiente pour le même motif, de dire si pour elle c'est important que ça a compté, en fait, c'était une grossesse. Alors oui, peut-être qu'elle n'a pas duré 9 mois, mais c'était une grossesse et à partir du moment où on s'est projeté, ça compte, quoi. Mm. Ça, tu vois, j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que moi aussi, en fait, je m'étais projetée très vite et que c'était pour ça que ça faisait aussi mal. Alors que finalement, bah, je l'ai perdu à 2 mois et quelques. Donc, aussi de manière assez précoce, mais je l'avais pas conscientisé tout de suite, ça. Bah, ça prend du temps et puis en fait c'est pas vu, on n'en voit pas dans les films, on en parlait l'autre jour, c'est vrai que c'est toujours un soulagement alors qu'en vrai dans la vraie vie, quand on attend cette grossesse, c'est pas le cas. Alors après, c'est vrai qu'il y a des femmes pour qui c'est pas grand-chose, un non-événement, voilà, je peux le concevoir, je le juge pas du tout, mais vraiment moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était un deuil et quand je l'ai compris, j'ai pu avancer et commencer à sortir la tête de l'eau. Et du coup, comment tu as fait pour aller mieux? Bah, honnêtement, ça a pris énormément de temps. Au départ, on est reparti en mode, on va avoir un bébé, on continue à essayer d'avoir un bébé et puis ça venait pas et là, moi, j'ai commencé à tenter des choses incroyables, dans la pensée magique, vraiment j'étais là-dedans, j'étais plus du tout dans la science ou la médecine ou la raison, quoi. Je perdais espoir en fait. J'ai complètement perdu pied. Je me suis acheté un petit collier pour représenter la grossesse. Bon, ça, c'était pas trop perché. Mais après, j'ai tenté des trucs. Je me suis renseignée. Je me suis fait tirer les cartes.
Enfin bon, je juge pas ces pratiques-là du tout. C'est juste que Ça te ressemblait pas. ça me ressemblait pas trop. En tout cas, c'est peut-être pas comme ça que je réagirais aujourd'hui, mais après, je regrette pas et j'ai pas du tout honte de ça, hein. Et tu sens que ça t'a aidé du coup? Ça, pas trop, franchement. Mais bon, au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose. Parce que juste attendre, c'était pas non plus dans mon caractère. Donc, puis au final, j'avais fait quoi? Une coiffure énergétique aussi. Ah, je connaissais pas celle-là. Bah ouais, écoute, c'était un peu n'importe quoi. Ça Mais ressemble à quoi une coiffure énergétique? en fait, c'est comme, enfin, c'est un coiffeur normal, mais qui te coupe les cheveux et tu fermes les yeux. Et après, il te tire une carte. D'accord, ok. C'est pas désagréable, je rigole comme ça, mais en vrai, c'était sympa. Non, mais bon, après, voilà, j'ai commencé à écrire. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, je ne cherchais pas à faire mon deuil, je cherchais à retomber enceinte par tous les moyens. Et à partir du moment où j'ai accepté qu'il fallait que je fasse mon deuil, bah là, ça a pris un autre tournant. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis vraiment mis... une fois que j'ai réalisé ça en écrivant, je me suis mis à écrire des lettres. Des lettres au petit être qui était parti, des lettres à mon futur bébé. Ça m'aidait aussi à visualiser, à me projeter dans ce futur que je souhaitais. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'écriture. Et pour l'écriture de mon roman, j'ai pioché dans ces petites lettres-là. Alors bon, c'est pas tout le roman, mais j'ai pioché là-dedans. Parce que tu vois, au début, c'était vraiment thérapeutique. Et puis après, c'est devenu plus un plaisir. Et après, ça s'est transformé en engagement. Parce que voilà, un peu comme tu le décrivais, moi, je voulais pas que les femmes soient seules. Je voulais laisser une trace de ça. Et puis pour mes patientes, pour mes copines, et puis après aussi pour ma fille. Je me suis dit, en fait, c'est important. C'est vraiment quelque chose qui a compté pour moi. Donc, il faut vraiment que je l'inscrive dans le papier, quoi. Hmm. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, ça a fait naître plein d'autres questions, en fait, plus féministes. Et je me suis vraiment interrogée, en fait, pourquoi c'était si dur bah, de pas tomber enceinte tout de suite. Et là, je me suis dit, bah, en fait, parce que les femmes, elles sont vraiment valorisées pour leur fertilité, tu vois, ce genre de questions-là. C'est vraiment tout ça. Et puis la maternité, franchement, paye ton entrée dans ta maternité, hein. Enfin, au secours. Donc là-dessus aussi, je me suis interrogée. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on nous soutient pas? Parce qu'en fait, les femmes, elles ont pas hyper le droit de se plaindre, quoi. Tu vois, ce genre de choses. Tout ça, ça a vraiment tourné dans ma tête. Est-ce que tu crois pas aussi que c'est parce qu'on a peur de nous effrayer? Certaines se disent: «Non, non, on va pas leur dire parce que du coup, ça va leur faire peur». Alors qu'en fait, finalement, le fait de savoir, bah, tu vis les choses aussi plus sereinement. Enfin, en tout cas, à mon avis. Après, ça reste aussi très Ouais. personnel, mais Bah, tu vois, moi, je savais que c'était une possibilité, un risque. J'en avais totalement conscience. Je voulais pas commencer les essais bébés avant mon mariage parce que j'avais peur de la fausse couche. Pardon, j'arrête pas de dire fausse couche, mais non, c'est pas grave. c'est le terme qui me vient le plus. Je suis désolée. J'avais peur de ça, donc vraiment j'avais conscience. Et puis tu vois, j'avais consulté aux urgences gynéco en tant qu'externe, donc en stage, et ça n'a pas diminué ma peine. Mais c'est vrai que je comprends hein, l'idée de savoir à quoi on peut s'attendre. Peut-être que c'est moins pire, peut-être. Ah, je pense pas que ça atténue la peine, tu sais, mais je pense qu'après, tu peux peut-être mieux t'entourer pour après aller mieux. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que tu le prends moins de plein fouet, en tout Ouais. cas. Bah, peut-être que ça légitime la souffrance de le savoir avant, Mmh, peut-être. Mais après, dans tous les cas, il faudrait qu'on en parle pour soutenir, en fait. On peut pas exactement. empêcher que ça arrive, mais juste se dire, bah, en fait, moi, je l'ai vécu, c'est pas un tabou. Il y a pas de honte à ça, parce que on se sent dysfonctionnel. À ce moment-là, on se dit, oui, mais pourquoi moi? Mais comme une sorte de honte, ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou c'est de ma faute. On m'a déjà dit, hein, mais ça m'étonne pas parce que j'ai passé tel examen. Alors que l'examen, il avait rien à voir. Ou oui, mais ça m'étonne pas, j'ai pris un bain. Oui, enfin bon, on a tous envie de chercher une cause, mais en fait, on n'est pas la cause de ce qui s'est passé. Donc ça, par contre, faudrait communiquer là-dessus et puis vraiment tendre des mains en fait pour soutenir parce que c'est vraiment une épreuve pour certaines. Et ça, par contre, bah, je trouve que c'est pas du tout démocratisé, quoi. Et je te rejoins complètement. Je pense que rien que le fait, d'en parler librement, juste ça, de pas en faire un tabou, ça aiderait tellement, en fait. Mm. Oui, puis petit à petit, ça libère la parole parce que si plusieurs personnes en parlent librement, eh ben ça fait effet boule de neige. Mmh.
Je sais plus qui m'avait dit ah oui, mais si t'en parles dans ton entourage, tu verras que plein de femmes sont concernées. Bah ouais, mais pourquoi elles m'ont pas dit? Enfin, c'est pas de leur faute, hein. Elles avaient peut-être autre chose à faire. Mais c'est vrai que en fait, c'est pas du tout honteux. Il faudrait qu'on en parle plus. Ça n'a rien de sale, ça n'a rien de dégradant. C'est vraiment quelque chose de naturel, mais Et puis ça aiderait à s'enlever cette culpabilité. ouais. Tu vois, tu as cité quelques exemples, on en rit aujourd'hui, mais en vrai, quand tu as des raisons qui tournent dans ta tête, alors tu vois, moi je te donne un exemple, moi je me suis longtemps questionnée, est-ce que c'est parce que j'avais mangé du fromage et j'aurais pas dû? Est-ce que parce que j'étais partie en vacances aux Arcs pour la première fois et on était en assez haute altitude, est-ce que c'est pas ça qui a provoqué? Ça paraît être des raisons complètement bizarres, mais quand ça tourne dans ta tête, ça fait mal en fait. Ah mais complètement. Et puis attends, pour te dire, hein, moi je me suis dit, est-ce qu'on est-ce qu'on m'a pas jeté un mauvais sort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est le karma? Alors que vraiment, je suis pas du tout dans ces croyances habituellement. Mais pour te dire que vraiment, je suis partie loin. Bon après peut-être parce que j'avais conscience que ça pouvait pas être, bah par exemple un bain ou ce genre de choses. Voilà, j'avais ces connaissances-là. Mais justement, en fait, d'avoir les connaissances et de pas avoir de raison, c'est dur. On a toujours envie de chercher. Notre cerveau, il a besoin de cette concordance, de cette logique-là qui, en fait, n'est pas. Et du coup, quand tu es retombée enceinte, comment est-ce que tu as ressenti cette nouvelle grossesse? Est-ce que tu as réussi à être plus sereine? Sereine, non, c'était pas le terme. Non, franchement, c'était compliqué. J'étais vraiment stressée les premiers temps, à checker que je perdais pas de sang ou des choses comme ça, vraiment hyper vigilante. Après, c'est quand même passé quand j'ai commencé à la sentir, ma fille, ça allait et je l'ai sentie très tôt. Donc à ce niveau-là, ça allait. Après, ça allait mieux. Mais au début, c'était l'enfer, vraiment. Et puis j'avais peur de faire d'autres complications, des grossesses extra-utérines. Enfin bon, bref, on pense toujours au pire dans ces moments-là. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Ah, moi, j'ai été très stressée. Mm. Je devrais même dire très angoissée, je pense. Mm. Et pour moi, ça n'a pas duré juste 3 mois. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ah ben après les 3 mois, finalement, le risque a diminué. Moi, déjà, j'y crois pas du tout. Et j'avais l'impression que ça pouvait arriver finalement à n'importe quel moment. C'était tellement imprévisible pour moi. La première fois quand je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte du premier coup. Mm. Donc entre guillemets, j'ai été mal habituée. Mm. Et du coup, quand j'ai fait ma fausse couche, je me la suis prise de plein fouet sans rien comprendre. Et du coup, là, je me suis dit et je me suis vraiment rendu compte que je maîtrisais rien. De base, je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, mais là, j'ai bien compris que voilà, tout ce qui tourne autour de la maternité, on maîtrise rien. Et du coup, j'avais tellement peur quand je suis retombée enceinte de le reperdre à nouveau. J'étais vraiment, je pense, contre le fric. D'accord. Et quand tu dis j'y crois pas que le risque diminue, c'est que t'étais tellement angoissée que t'y crois pas ou même aujourd'hui t'y crois pas? Ben, je suis mitigée parce que du coup, en ayant échangé avec d'autres mamans à qui ça arrive plus tard, oui, le risque il diminue peut-être, mais le risque zéro n'existe pas. Et on ne sait pas, comme tu l'as dit avant, quelles peuvent être les causes. Mm. Donc, tu vois, si je devais retomber enceinte à nouveau, cette histoire des 3 mois charnières, demain, j'y croirais pas plus en fait. J'annoncerai ma grossesse dès le début, parce que du coup, pourquoi attendre les 3 mois alors qu'après 3 mois, il peut encore se passer des choses? Si je devais refaire une fausse couche, eh ben, j'aimerais terriblement être entourée. Donc, dès le début, je pense que j'en parlerai. Mm. Oui, ça, moi, je milite pour ça, honnêtement, parce que je trouve que j'ai une petite théorie là-dessus parce que j'ai beaucoup réfléchi. En fait, je pense qu'il vaut mieux annoncer une grossesse, qu'on se réjouisse tous ensemble, et que peut-être si on se réjouit tous ensemble, on pourra la pleurer ensemble. Voilà, je Mmh. me suis dit ça, parce que si on annonce à quelqu'un que quelque chose s'est terminé mais qu'il n'a pas eu le commencement, et ben pour lui c'est plus difficile de comprendre la perte qu'on subit. C'est juste. Après, tu vois, pour autant, pour mon petit garçon, je l'ai pas annoncé tout de suite. Non pas pour me protéger d'une grossesse arrêtée, mais parce que j'avais besoin de plus de temps pour moi, pour l'assimiler. Mais voilà, c'est ça que je retiens en fait, c'est que on se réjouit ensemble peut-être pour pleurer ensemble au cas où, dans le pire des cas. Mmh. Exactement. Et du coup, se sentir soutenu. Ce serait l'objectif. Après, j'ai pas envie de tester.
Mais bon, si jamais j'ai un retour un jour. Non, mais voilà, en tout cas, je pense que... Bon, moi, je suis quand même convaincue hein, que le risque diminue. Après, je comprends que l'angoisse persiste, elle. Et oui, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est clair que c'est la première règle de la médecine. Hein. Et puis, de toute façon, on entend et on retient que les histoires très difficiles, en général, et on se laisse envahir par celles-ci. Moi, la première, étant donné que quand on est médecin, bah, on voit le meilleur et le pire, mais on retient souvent le pire. Et ça aussi, c'est très impactant dans notre vie. Et ça, j'en ai aussi pris conscience à ce moment-là. Parce que, tu vois, quand je recevais encore des patientes qui subissaient une grossesse arrêtée, moi, j'avais les larmes aux yeux. Alors, c'était des belles consultations, hein, parce qu'à la fin, on avait juste envie de se faire un câlin. Bon, je le faisais pas, histoire de respecter la distance. Mais en fait, c'était tout comme, parce que le moment qu'on avait partagé, on l'avait vraiment partagé les yeux dans les yeux. On avait tout envie de pleurer. Mais quand tu rentres chez toi le soir, t'es pas bien. Et ça, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, bah, mon histoire impacterait forcément ma vie professionnelle à chaque fois, quoi. Et comment ton mari l'a vécu, cet événement-là? Bah, écoute, je pourrais pas te répondre à 100% sur parce qu'il verbalisait pas trop. Et je pense qu'aussi que j'étais tellement, moi, dans un gouffre que lui, il avait peut-être pas la place de trop, entre guillemets, la ramener parce que il allait pas m'enfoncer dans mon gouffre. Mais je pense sincèrement qu'il s'était pas projeté autant sur la grossesse. Il n'avait pas eu le temps. Il s'était pas encore senti papa, ça c'est sûr. Parce qu'à chaque fois, il avait mis beaucoup de temps. Pour toutes les grossesses, il a mis beaucoup de temps, parce que je crois que c'est le cas de beaucoup de papas, c'est normal. Mais je pense qu'il était quand même impacté. Et puis aussi, les essais bébés, c'était long. Et ça aussi, ça l'a impacté. Mais de l'un ou l'autre, je sais pas lequel événement l'a plus marqué finalement. Est-ce que c'est un événement dont vous reparlez aujourd'hui? Ou c'est derrière vous? On n'en a pas reparlé depuis longtemps. Mais je pense tout simplement parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin, lui et moi. Par contre, c'est pas derrière nous, c'est avec nous en fait. Tu vois, par exemple, j'avais fait faire un tableau de la famille avec une petite étoile, étoile symbolisant le petit être qui est parti. Et là, je l'ai refait pour mettre mon petit garçon dessus parce qu'il n'était pas à jour. Et j'ai remis l'étoile. C'était une évidence. Et pour nous deux, c'est une évidence. Tu l'appelles petit être, tu l'appelles pas bébé. En fait, pour moi, c'est un bébé. Mais en public, je dis pas bébé parce que je sais qu'il y a des femmes qui avortent à ce moment-là, à cette période-là. Et j'ai pas envie de leur mettre le nez dedans en disant c'est un bébé, tu sais, c'est un peu les arguments anti-IVG. Et du coup, moi, ça me gêne un peu par rapport à ça. Mais oui, dans mon esprit, c'était mon bébé. Mais c'est vrai que je dis plus petit être, même dans mon livre, j'ai dit petit être, je crois, par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment plus un choix de vocabulaire. Oui, c'est très personnel. Oui, voilà. Mais après, je comprends vraiment parce qu'il y en a qui me disent c'était un amas de cellules. Mm. Alors moi, c'est vraiment pas comme ça que je l'ai ressenti, mais voilà, je peux concevoir tout à fait que c'était ça. Oui, les ressentis de chacune des femmes sont très différentes, hein. J'ai lu récemment aussi ce terme utilisé, donc amas de cellules. Je comprends. Après, parfois aussi, ça aide aussi à passer au-delà de l'événement finalement. Pour moi, je l'appelle bébé. J'ai mis longtemps en fait à pouvoir poser un mot dessus, mais quand je me suis rendu compte que je m'étais vraiment projetée et que je m'étais projetée à avoir ce bébé-là dans mes bras, ben du coup, voilà, j'ai posé ce mot-là dessus. Bah oui, ça je le comprends bien, mais je pense que ça fait du bien en fait de reconnaître les choses. En fait, quand j'ai compris que j'étais légitime à me sentir maman et que j'avais le droit d'être en deuil par rapport à ma perte, j'ai vraiment pu avancer. Et si on te dit ben c'est un amas de cellules, franchement c'est presque insultant quoi. Enfin je me suis pas cassé un ongle, excuse-moi. C'est en fait minimiser, c'est quelque chose qui m'horripile en fait. Si tu le Mm. ressens pas pareil, c'est pas grave, mais viens pas me dire, attends, c'était pas un bébé, c'était un amas de cellules. Parce que Mm. si tu veux jouer à ce jeu-là, on est tous des amas de cellules. Hein. Et c'est la médecin qui parle. On va en découdre, hein, je te le dis. Et est-ce que tu as prévu d'en parler à tes enfants plus tard? Oui, bah du coup, je t'avoue que le livre au départ, pour moi, c'était pour mes enfants. Donc oui, ma fille, je lui ai écrit des lettres et j'en parle du temps. Elle aura accès à tout. Après, bon, je sais pas ce que je lui donnerai ou pas, mais clairement, je lui en parlerai. Après, pour l'instant, le moment n'est pas venu. Enfin, si, quand j'étais enceinte de son petit frère.
Elle me disait qui c'est qu'il y a eu dans ton ventre, donc elle et tout ça. Et je lui ai dit qu'il y avait aussi eu quelqu'un d'autre, mais qu'il n'était pas resté. Bon, j'ai pas insisté, hein, je voulais pas qu'elle l'apprenne par cœur cette chose. Mais pour moi, c'est naturel et oui, je lui dirais. Enfin, je trouve que c'est important. Tu vois, même ma mère, elle avait fait une fausse couche et on le savait. Est-ce que ça m'a aidé? Non, mais on le savait. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Et toi qui as deux petits garçons, est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu vois, moi, que j'ai eu juste ma fille après, et je me suis dit, oh non, je veux pas qu'elle vive ça un jour. Ah, dans ce sens-là, Oui, pour moi, j'ai l'impression que non, ça change rien. Après, je me pose la question de leur partager. Je pense comme toi que ça fait partie de notre histoire de famille et qu'il faudra que je trouve le courage de leur dire. Pour le moment, bah, c'est trop tôt pour moi et parce que je saurais pas quel mot poser. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'aurais envie de faire plus tard. oui. Après, ils sont petits aussi. Pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose pour eux, donc peut-être. Oui et non, parce que le plus grand a quand même 5 ans et il comprend Oui. beaucoup de Ah choses. oui, c'est vrai, 5 ans, c'est quand même. Donc je pense que, tu vois, si je lui expliquais, je pense qu'il comprendrait. Après, je pense que j'ai encore besoin de gérer ma peine par rapport Oui. à ça, avant de pouvoir lui partager et de l'accompagner dans la peine aussi qu'il pourrait avoir. Parce que quand c'est arrivé, parce que donc moi, j'ai pas connu ça. Comment tu as expliqué entre guillemets ta peine pour lui? Enfin, comment il l'a vu ou tu l'as caché pour lui? Je l'ai caché, Ah je l'ai oui, ça beaucoup aussi, ça a caché. dû être dur. J'ai beaucoup mis mon masque D'accord, je comprends. et j'ai pleuré seule, ou avec mon mari, dans une pièce à côté. Ouais, d'accord. Ouais, c'était trop tôt à ce moment-là pour toi et Oui, c'était trop tôt et je voulais pas, en fait, lui faire peser un peu une chape de plomb sur lui. d'accord. Je voulais pas qu'il soit triste. Il attendait tellement, un petit Ah frère. Alors lui, oui, il est absolument un frère, hein. Une bah, il a eu sœur, de la chance. je sais pas trop comment elle aurait été accueillie, hein, dans la famille. Mais il attendait tellement, voilà, d'avoir, un petit frère que, j'aurais pas su comment gérer sa peine. Oui, je comprends. Oui, puis c'est dur de gérer les peines des 2 en même temps. Ouais, j'avais déjà besoin de travailler sur la mienne. Oui, c'est vrai que c'est une situation, très particulière en fait d'avoir, déjà un enfant, même si du coup, tu pas la peur de «je serai jamais maman», mais c'est Mais d'autres tu as la problèmes. peur quand même, alors en tout cas moi, j'avais la peur de pas pouvoir en avoir un deuxième du coup. Oui. Une question que je m'étais jamais posée. Et Mmh. finalement, oui, c'est chouette. En fait, j'aurais eu la chance quand même d'en avoir un, mais j'avais l'impression que, il nous manquait un peu, un pied, à la table et être 3, c'est bien, mais dans, ce que j'avais projeté, je voulais vraiment une famille à 4. Ouais, je comprends. OK. Et si tu pouvais, parler à une maman, ou tu l'as peut-être, déjà fait, ou à un couple qui traverse, une fausse couche, je vais utiliser ce mot-là aussi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ce que je leur dis, maintenant, c'est de prendre le temps de s'écouter. D'abord, je leur demande vraiment, dans quel état d'esprit ils sont pour essayer de comprendre, s'ils sont en deuil, si pour eux, c'était rien ou si ça compte et s'il y a une différence entre les 2 aussi. Et à partir de ce moment-là, ce que je conseillerais ou ce que je voudrais juste leur dire, c'est, de vraiment aller, dans sa temporalité. Il y a pas besoin de se précipiter en avant. On peut prendre le temps de faire son deuil et ce que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai dit la dernière fois à une patiente, c'est qu'on retrouvera pas la grossesse qui s'est arrêtée. C'est pas facile à entendre, mais franchement, moi, c'est vraiment ça que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que non, on retrouvera pas cette grossesse-là. On en aura une autre avec un autre bébé, mais celle-là, c'est fini, quoi. Je pense que c'est finalement pour cheminer, c'est un peu important, quoi. Mais bon, dit comme ça, là, de but en blanc, c'est sûr que c'est un peu cash. Mais si c'est enrobé, je pense que ça a vraiment son importance. Je sais pas si ça te parle, toi. Ça me parle beaucoup, ça me met les larmes aux yeux même. Ah, Ça me parle beaucoup. mm, Tu as raison, je te rejoins complètement. Par contre, c'est dur, c'est hyper dur. c'est dur, c'est vrai. Mm. Après, bon, évidemment, il faut pas le dire à quelqu'un qui est en pleurs, qui est déjà en pleine détresse. Mais c'est vrai que un couple qui a déjà fait la démarche de reconsulter parce qu'il voit que ça va toujours pas ou qui en parle à des amis parce qu'ils ont déjà pris un petit peu de recul, bah, si on voit que juste ils courent derrière quelque chose qu'ils ont perdu, je pense que c'est vraiment quelque chose d'aidant. Mais
il faut vraiment être là, je pense. C'est vrai que je revois mes patientes et vraiment, c'est toujours des femmes qui m'ont beaucoup touchée et ça me faisait vraiment de la peine pour elles, pour moi, parce que ça faisait tout renaître. Mais je trouve qu'on peut vraiment s'entraider et se porter les unes les autres parce que, en fait, on vit un peu toutes quand même les mêmes choses, même si on s'en parle pas forcément. Et c'est tellement dommage, quoi. Surtout dans la maternité, en fait. Moi, c'était ma porte d'entrée vers la maternité. Mais après, il y en a eu d'autres, hein. Et c'est un peu toujours la même problématique. Bah, je te comprends complètement. C'est une des raisons vraiment qui m'a fait lancer le podcast aujourd'hui. C'est pas la seule, mais celle-là, elle a été vraiment déclencheuse de se dire en fait, c'est pas possible en fait de continuer à vivre des événements comme ça en étant complètement seule. On est tellement de femmes en fait à passer par des chemins similaires, même si les ressentis sont différents. Parlons-en. Rien que le fait d'en parler, ça aide, ça permet de se sentir moins seule, ça permet de poser des mots dessus, ça permet de trouver des solutions. Oui. Ça, c'est encore quelque chose, tu vois, que j'arrive pas à comprendre. Tous ces tabous autour des différents sujets de la maternité. Aujourd'hui, on parle fausse couche, mais en fait, il y en a plein d'autres des tabous. Bah, tu vois, rien que les essais bébés qui suivent, moi, je trouve que c'est hyper tabou. Et je trouve qu'il y a un peu une compète, tu vois. Genre, ah ouais, et toi, t'as mis combien de temps? Tu vois, c'est ta valeur, en fait. C'est ma valeur, ça. Le temps que je vais mettre pour tomber enceinte, ça dit quoi de moi? Enfin, je comprends pas. Je suis une super woman si je tombe enceinte du premier coup. Et puis, si je mets X années ou X mois, je suis quoi? Je suis une moitié superwoman. Enfin, ça me gêne beaucoup. J'aime pas trop ça, cette course-là à la procréation. Je pense qu'il faut pas qu'on se valorise là-dedans et qu'il faut pas qu'on entre dans ce jeu-là. Franchement, on va tout le temps traverser des difficultés, donc calmos. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On arrive quasiment à la fin de notre échange et j'ai encore plein de questions que j'aimerais te poser. Je vais essayer de terminer avec 2 questions. La première, ce serait si tu pouvais te parler à ton toi d'il y a quelques années. Du coup, après tout ce que tu as vécu maintenant, donc les hauts comme les bas, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, je pense que je me dirais, tu vas être maman, t'inquiète pas. C'est vraiment ça. Je pense que ça aurait tout changé, en fait. J'avais tellement peur de jamais être vraie maman, entre guillemets, dans le sens avoir un bébé dans mes bras qui vit, tu vois. Et ça, si j'avais su ça, ça aurait vraiment allégé mon quotidien. J'avais vraiment peur. J'étais vraiment désespérée à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager aujourd'hui au micro d'Insubmersible et que tu n'as pas eu l'occasion de dire encore? Non, je peux qu'encourager les femmes à s'entourer et à se désentourer des personnes qui, qui n'apportent aucun soutien constructif. Parce que si c'est un soutien qui vous dit quelque chose qui vous fait du mal, c'est pas un soutien. Donc, on dégage tout ça. On se fait entourer de professionnels qui sont gentils, qui comprennent, avec qui on se sent bien. Si on est en désaccord, on prend un deuxième avis. Et surtout, on s'écoute pour aller à sa temporalité pour la suite, en essayant de pas avoir une vision catastrophiste des choses. Mais ça, c'est hyper dur. Et honnêtement, si on a les ressources à ce moment-là pour se dire non, c'est pas parce que cette grossesse n'est pas allée au bout que ça va être comme ça à chaque fois. Mais en tout cas, on peut essayer et ne pas hésiter à écrire ou à dessiner ou à produire, à créer. Tu vois, toi, tu as créé ton podcast. Moi, j'ai créé mon livre. Et c'est des belles ressources, je pense. Et je pense que voilà, faut aller vers ce qui nous fait du bien à ce moment-là. C'est un très très beau message de fin et chacun trouve la façon qui lui fait du bien, peu importe la forme finalement, et y aller petit à petit. Tu l'as mentionné, prendre son temps, c'est essentiel. Il n'y a pas de course en fait là-dedans, et chacune est différente. Et accepter l'altérité. Exactement. Un grand merci Marianne, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, ça a résonné très fort chez moi. Merci, ça me fait plaisir. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à Marianne pour sa confiance et ses mots, à la fois puissants, tendres et nécessaires. J'espère que son témoignage vous aura touché autant que moi et qu'il pourra aider à faire tomber le silence qui entoure encore trop souvent les grossesses arrêtées. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager.
C'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes et offrir plus de douceur à celles et ceux qui vivent des parcours de maternité chahutés. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.